La campagne électorale n'a pas encore commencé en RDC, mais les grandes manœuvres sont en cours et depuis ce week-end, l'Union sacrée de la Nation est officiellement lancée, réunie autour de Félix Tshisekedi. La plateforme soutient le candidat déclaré à sa propre succession. Le Stade des Martyrs paraît aux couleurs des drapeaux des partis politiques ce samedi, symbole de démocratie. Il y a 33 ans, le président Mobutu décidait de changer l'histoire politique du pays en ouvrant la voie au multipartisme. Cet élan des démocraties prôné a eu un effet liberticide. Le pays compte à ce jour plus de 700 partis politiques reconnus officiellement. Le multipartisme en RDC est-il vraiment aujourd'hui, on peut le considérer comme une valeur démocratique ou un désordre politique? C'est notre premier dossier de ce MAG. Tout était mis en œuvre pour que la cérémonie de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation passe parler d'elle. Plus de 300 000 personnes y étaient attendues et le pari est gagné pour cette plateforme qui soutient la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre prochain. La réponse du berger à la bergère sera certainement la marche que va organiser l'opposition au régime Tshisekedi au mois de mai prochain. 33 ans en arrière, ces manifestations étaient un rêve. À l'époque, le mouvement populaire de la Révolution, parti unique de Mobutu, était le seul parti politique où tout Congolais à l'époque zaïrois était d'office membre. Avec le vent de la perestroïka, le président Mobutu lança des consultations populaires au terme desquelles les conclusions seront sans équivoque. L'homme à la toque de léopard va, le 24 avril 1990, annoncer la fin du parti unique et l'ouverture de l'espace démocratique au Zaïre. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Dans la foulée, les partis politiques s'écréent, l'accoutrement change, les abacostes laissent la place aux costumes et cravates. 2 ans plus tard, la libéralisation de l'espace d'expression sera effective avec la Conférence nationale souveraine. Sur le plan médiatique, l'OZRT va perdre son monopole et partagera désormais les toits des Zaïrois avec quelques médias privés. Tous les secteurs de la vie seront secoués par ce vent. Veuillez présenter vos excuses. J'ai à vous parler. Je vous prie de m'écouter, sinon je ne vous écouterai plus. 33 ans après, quel bilan faire de la démocratisation? Un saut extraordinaire. Celui du nombre de formations politiques dans le pays qui est passé en effet d'une RDC dominée par un parti unique ou parti-État. Au lendemain de l'indépendance nationale, la démocratisation se manifeste désormais par la forte inflation des formations politiques. La République démocratique du Congo enregistre ainsi plus de 700 partis politiques. Une grande explosion de liberté démocratique en termes d'associations et de partis, mais je pense qu'en tant qu'homme politique, il est important que ce nombre soit réduit quand même. La jeune démocratie congolaise avait cru bien faire en simplifiant les conditions de création des partis politiques. Le piège semble aujourd'hui se refermer sur elle. Aujourd'hui, les partis politiques se sont progressivement transformés en coquilles vides, sans projet de société véritable et sans moyen de participer aux différents scrutins nationaux. Et faute de parvenir à appliquer la charte des partis aux alliés, ils choisissent de ne l'imposer à personne. Pour l'instant, l'espoir d'autorégulation n'a pas permis de mettre de l'ordre dans la jungle des partis politiques. La culture démocratique s'installe dans les esprits populaires, mais ça a du mal à s'accepter au niveau de la classe politique. Sans revenir au parti unique, l'RDC doit sérieusement revisiter la notion du multipartisme intégral avec le nombre des partis. Que dire de l'état des lieux réels de la liberté d'expression en RDC?
N'y a-t-il pas une inadéquation entre la volonté exprimée dans les divers textes et l'état réel dégradant de la liberté d'expression sur l'étendue territoriale du pays? Le constat sur le terrain révèle que la liberté d'expression en RDC est bafouée dans une large mesure. Des violations à ce droit constitutionnel sont récurrentes et multiples. En RDC, l'année 2018 est perçue comme un moment historique, puisque les élections présidentielles ont consacré la première alternance démocratique au sommet de l'État depuis l'accession du pays à l'indépendance. Malgré l'organisation de 3 cycles électoraux, le pays peine encore à donner une belle image de la démocratie. Monsieur Deo Bizibou, nous venons de suivre ce dossier avec vous 33 ans après l'instauration du multipartisme en RDC. On se souvient bien de cet événement avec Mobutu qui l'annonce avec beaucoup d'émotion. Est-ce que l'on peut dire que l'expérience du multipartisme a donné les effets attendus? D'abord, disons que je suis très heureux de suivre ce dossier tel qu'il est retracé parce que Dieu m'a fait grâce de vivre pratiquement une bonne partie. Parce que ça me fait 32 ans que je suis engagé à l'UDPS, Conférence nationale souveraine, toutes les péripéties que j'ai vécues en étant déjà à l'UDPS. Voilà pourquoi je voudrais rendre hommage à ces fondateurs, à ces pionniers qui nous ont amenés jusqu'à ce discours. Bien entendu, il y avait eu la perestroïka avec Mikhail Gorbatchev, mais c'est venu trouver effectivement déjà le matelas de l'UDPS qui est parti de 77 avec le discours sur le mal zéro de M. Mobutu. 77, les 13 parlementaires, et puis ensuite la création de l'UDPS. Et donc en 82, voyez-vous, l'UDPS qui a fait 8 ans pendant la clandestinité. Je voulais dire que nous devons parler en termes de pluralisme, pas seulement multipartisme. C'est mieux. Parce que Biwan soit aujourd'hui, la chaîne où je me présente aujourd'hui, où j'interviens, voyez-vous, ça vient d'une très longue, parce qu'à l'époque, il n'y avait que la seule OZRT à l'époque, RTNS actuellement. Je pense qu'il y avait un seul journal écrit, et donc il y en avait 2. Et je pense qu'il y avait Salongo avec Elima, voyez-vous. Donc parlons en termes de pluralisme, tout simplement, parce qu'à l'époque, il y avait un seul syndicat, l'UNTESA, un seul syndicat. Et grâce à cette ouverture-là, voilà. Nous n'avons pas encore atteint vraiment le maximum de ce qu'on devait avoir, non. Je voulais dire qu'en termes par rapport à ce qui est décrié, disant qu'il y a beaucoup de partis politiques qui foisonnent. 700 partis, presque 700, on peut dire de manière officielle. Étant donné qu'on parle de multipartisme, voyez-vous les gens qui ont été muselés depuis très très longtemps, qui n'étaient pas libres de s'exprimer politiquement, médiatiquement, une fois ils ont la liberté, ils se disent ouf, la loi prévoit que chacun peut créer un parti politique. Ils y sont allés. Mais qu'est-ce qu'on va constater? Mais n'y a-t-il pas moyen de réguler justement? Madame, ça va se réguler soi-même. Regardez, nous sommes en train d'aller vers la formation des grands ensembles. Voilà, vous voyez, aujourd'hui nous avons l'union sacrée, nous avons donc en face l'opposition. Plus ça va, voilà pourquoi j'aime parler par moment de classe politique au lieu de classe politique. Pourquoi? Les gens ont tendance à trouver que c'est en politique que l'on gagne la vie. Mais c'est l'image que les politiciens envoient. Plus on va assainir les climats politiques exactement au Congo, plus vous allez voir qu'il y aura moins de partis politiques. Plus d'autres secteurs vont s'ouvrir, plus effectivement les gens vont quitter la politique d'opportunisme, de la transhumance, vers la politique, donc on est censé faire la politique... avec des convictions, oui, évidemment. Oui, oui. Exactement, par conviction. Donc nous allons y arriver. Et je voulais dire que chaque société a sa réalité. Nous disons, vive l'état des droits, vive le multipartisme, et ça va s'assainir progressivement, madame. Ça va s'assainir progressivement. Hier, vous avez personnellement vécu cette sortie officielle de l'Union sacrée pour la nation. Un test de grandeur réussi? Absolument, parce que l'enjeu, c'est de savoir, d'abord, disons que l'Union sacrée, nous sommes à 2 étapes. La première étape consistait à réunir les conditions pour se débarrasser des tenants du statu quo. C'est cela que moi j'appelle le kabanguiste, qui tenait à ce que le Congo demeure pendant 5 ans jusqu'à ce que l'homme revienne encore dans son fauteuil. C'est-à-dire, l'Union sacrée, l'idée lancée par le chef de l'État, a consisté dans une première étape à ce qu'on mette de côté M. Kabangé et son système. Et qu'on puisse avoir une majorité qui permette au chef de l'État
d'avoir une majorité par laquelle il devrait diriger le pays. Mais là, ce n'est plus le débat. Maintenant, nous sommes en train d'aller vers les élections. Deuxième étape, nous voulons maintenant, après qu'on ait perdu 2 ans avec les Kabanguistes et consorts, nous sommes en train de chercher maintenant l'Union sacrée s'est mise en plateforme électorale. Les Kabanguistes que vous appelez Kabanguistes sont à l'Union sacrée aujourd'hui. S'il vous plaît, je voudrais insister en disant ceci. Je n'ai jamais été d'accord avec les gens qui disent que le chef est bon mais l'entourage est mauvais. Non. C'est le chef qui dirige. S'il est bon, il est bon. Il est mauvais, il est mauvais. C'est qu'on a des différends aujourd'hui par rapport à l'Union sacrée. C'est que nous avons un chef qui a un parti politique, qui a une histoire. Nous avons vu le chef d'État venir ici, venu de nulle part. Première fonction, président de la République. Premier pas en politique, président de la République. Non, nous, ce n'est pas ça. Nous avons une histoire. Félix Antoine Tshisekedi a une histoire. Son parti a une histoire. On ne vient pas et je veux dire que c'est ce qui est différent par rapport. Maintenant, là, à la deuxième étape, c'est le chef de l'État réunit autour de lui les forces sociales et politiques pour lui donner un second mandat. Maintenant, nous avons organisé l'Union sacrée en termes de structuration. Nous avons un présidium, nous avons un secrétariat. Et maintenant, est-ce qu'il va permettre la présidium composé pas de n'importe qui, ce sont des chefs des files qui avaient clairement des ambitions pour la présidence avant, certains d'entre eux. Pas de n'importe qui. Chacun a son histoire, bien entendu. Mais pour l'instant, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui est le chef de tous vers vers le second mandat. Donc, nous sommes en train d'aller dans ce sens-là. On se regroupe. Nous allons donner au chef de l'État un second mandat et pour continuer à diriger le pays comme il se doit. Comme il se doit, est-ce que on attend évidemment de voir ce que ça va donner les élections d'ici quelques mois, mais en termes d'organisation aujourd'hui, est-ce que l'Union sacrée pense qu'avec ce que vous avez comme parti politique, comme leader des partis politiques, vous allez remporter? D'abord, je voudrais remercier ces milliers de Congolais qui sont venus hier au stade, parce que le stade a fait carton plein. Pour que je quitte le robot croisement Kassavubu-Sendoué jusqu'à l'entrée de Willery, ça m'a pris 2h30 hier. Donc déjà à 11h, le stade commence à refouler de monde. Je dis merci aux organisateurs tous, nous disons en tout cas. Donc, félicitations et remerciements. Il y a un débat là-dessus, sur cette histoire de plein ou pas plein. Il n'y a pas de débat. Vous êtes B1, je pense que vous avez envoyé vos reporters, les images sont là. Le stade refusé demande déjà à 11h. Alors, je voulais dire que nous sommes convaincus. Pourquoi? D'abord, vous savez que lorsque il y a une réalité dans les pays du tiers-monde, et surtout chez donc en Afrique, on vote pour qui en Afrique et dans le pays du tiers-monde? On vote pour des personnalités, madame. Lorsque vous trouvez chacun est leader dans un coin du pays, dans une province, et ainsi de suite. Lorsque le chef ratisse large pour avoir tout le monde, en ce moment-là, nous sommes sûrs que nous avons 456 partis politiques qui avaient déjà signé jusqu'à hier. Et d'autres vont continuer à signer. Ça veut dire que le chef va avoir l'emprise, l'ancrage sur toute l'étendue du pays. Et en ce moment-là, chacun va battre campagne pour lui dans son coin. Et c'est comme ça que nous sommes rassurés que... Et puis, ce qui est très important, on va aux élections avec un bilan. Madame, le bilan du chef de l'État est élogieux. Voilà. Dans quel domaine? Nous sommes dans ce pays. Madame, nous sommes dans ce pays. Dans quel domaine? Plusieurs domaines. Nous sommes, je pense que... Ah oui, là nous sommes chez vous ici en Biza. Est-ce que vous n'avez pas l'eau depuis un certain moment? Vous n'en avez plus auparavant. Mais l'eau commence... J'ai appris que ça faisait 10 ans presque. L'eau ne jaillissait pas jusque dans vos robinets. Mais aujourd'hui... Et d'ailleurs, lorsqu'on a lancé l'usine de pompage d'eau ici, en Biza Levo ici, il y a même eu mort d'homme, je pense. Vous l'avez appris, madame. Donc, le chef de l'État a, dans tous les secteurs, l'enseignement, les infrastructures... Le social aussi? Madame, nous sommes aussi. Madame, lorsque le chef de l'État, d'abord, écoutez, lorsque le chef de l'État arrive à la tête de ce pays, le budget était de combien? 4 milliards, madame. Et c'est comme ça que nous disons aux opposants, exactement, parce que les opposants, ils en parlent. Mais ils ont Vous êtes passé à 16 milliards de dollars, oui, on a vu par rapport aux chiffres. Mais est-ce que ces 16 milliards-là, on va l'atteindre cette année, comme prévu? On va les atteindre. Pourquoi? Bien entendu, il y a quelques difficultés qui sont dues au fait qu'avec cette agression rwandaise, vous savez que nous avons à peu près 2 postes frontaliers et douanières. La guerre du M23 commence au mois
au mois de juin, bientôt une année. Donc, il y a le poste frontalier de Bunagana qui n'est pas contrôlé. Tout ça donne à peu près $1 million le mois, les deux, Ichacha et Bunagana. Et puis, vous savez que l'État fait face à des... Et parce qu'on va y arriver quand on va faire allusion et donc aux difficultés financières. L'État fait face aujourd'hui à des dépenses qui n'étaient pas prévues. Avec cette guerre ici, nous avons entre 30 000 et 50 000 recrues qui sont encadrés, les centres d'instruction. Gouverner, c'est prévoir, n'est-ce pas? Madame, exactement. Nous disons que l'État fait face à tout ça. Exactement. Je voudrais dire que nous sommes très optimistes, vraiment quant à ce que les chefs de l'État vont remplir pour un second mandat. Et là, les choses vont bien évoluer. On va prendre notre deuxième dossier du jour.